25 décembre 1999. La majeure partie des Français fêtent Noël avec leur famille autour d'un bon repas de fin d'année. L'année se termine donc et le millénaire par la même occasion. Ainsi, il reste une semaine pour passer à la nouvelle année symbolique 2000. Mais deux événements exceptionnels vont bouleverser le plan des Français pour fêter les 2 derniers jours de l'année. La technologie n'est alors pas la même qu'aujourd'hui, creusant des inquiétudes. Néanmoins, Météo France prévoit 2 tempêtes tout à fait inédites qui vont s'abattre sur l'Europe de l'Ouest, et la France est en première ligne. La première tempête se nomme Lothar. Touchant pratiquement tout le territoire français avec des vents dépassant les 100 km/h, elle forme des dégâts spectaculaires ainsi que des inondations se rajoutant aux violentes rafales. Mais c'est surtout de la Bretagne à l'Alsace, où les vents de 150 km/h touchent ces régions. Cette première tempête a été la plus violente par rapport à ce qui va suivre le lendemain, car Lothar a ravagé la France durant seulement 24 heures, ce qui était déjà trop en vue du bilan humain qui s'élève à 30 décès en France et 110 dans tous les pays dévastés. Cette première tempête va donc coûter 5,9 milliards d'euros au total. Dans cette situation, le malheur n'arrive donc pas seul, car après Lothar, donc première tempête qui a ravagé le nord de la France, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein et l'Autriche le 26 décembre 1999, voici Martin, deuxième tempête venant de l'Atlantique. Elle va toucher surtout le sud de la France, mais aussi l'Espagne, l'Andorre, la Suisse et l'Italie. Parmi les régions les plus touchées, il y a la Charente-Maritime, ma région natale, qui a subi des vents avoisinant les 200 km/h, comme dans l'île d'Oléron où des rafales ont été mesurées à 198 km/h. 13 personnes, sur les 30 totales victimes de la tempête, décèdent dans cette région, montrant donc la violence des vents en Charente-Maritime. Et chaque région touchée par Martin subit des vents déchaînés durant près de 6 heures. Pour résumer, sur ces 2 violentes tempêtes de 1999, la première, Lothar, a touché principalement le nord du territoire français, mais toutes les régions ont été plus ou moins touchées, ce qui a élevé le nombre de victimes à 110, tout pays confondu. Tandis que Martin a plutôt touché le sud de la France, causant la mort de 30 personnes dans les 4 pays frappés. Ces 2 catastrophes ont permis à Météo France de développer de nouvelles stratégies pour pouvoir prévenir plus vite les personnes. En effet, début octobre 2001, Météo France publie la toute première carte de vigilance météorologique. Elle a été créée pour prévenir seulement 5 types d'aléas au départ. Le vent violent, les fortes précipitations, les orages, la neige-verglas et les avalanches. Mais cette carte n'a fait qu'évoluer depuis sa création, car aujourd'hui, on a divers types de vigilance avec leur degré d'intensité se classant d'alerte orange à alerte rouge pour les catastrophes naturelles les plus violentes. Ces nouvelles technologies vont s'apporter d'une grande utilité pour le nouveau désastre que va connaître la majeure partie de l'Europe. 23 février 2010. Météo France annonce qu'une dépression se situe au niveau du tropique du Cancer en pleine Atlantique. Cette dépression est susceptible de se transformer en tempête dans les prochains jours, il faut donc rester vigilant. 3 jours plus tard, 26 février 2010. Une dépression venant de l'Atlantique remonte du Portugal vers la France et vers 10 autres pays d'Europe, comme l'avaient prédit les centres météorologiques, dont Météo France. Des météorologues allemands ont décidé d'appeler cette dépression Xynthia. 24 heures plus tard, le 27 février 2010, Xynthia touche le sud-ouest de la France et des vents violents ainsi que de fortes vagues sont mesurés dans le golfe de Gascogne. On a donc remarqué très vite que cette nouvelle tempête était violente, mais rien d'exceptionnel car les vitesses maximales du vent sur le littoral avoisinaient les 150 km/h. Néanmoins, c'est curieux, car elle a été l'une des plus meurtrières avec le décès de 59 personnes dans 11 pays européens, dont 53 en France. Mais alors, si elle était pas si violente que ça, comment cela se fait-il qu'il y ait eu autant de victimes, me direz-vous? Comme le dit le site de Météo France, les coefficients de marée élevés ont aggravé fortement la situation, provoquant des inondations meurtrières, notamment en Charente-Maritime et en Vendée. Les cartes de vigilance, mises en place donc 10 ans plus tôt, ont pu permettre à la population de suivre le tracé de Xynthia. Les principales îles de Charente-Maritime, se composant de l'île d'Oléron, l'île de Ré, l'île d'Aix et l'île Madame, sont particulièrement touchées, causant des grandes inondations. En effet, près de 1000 maisons ont été endommagées en Vendée et 5000 en Charente-Maritime, élevant le montant des dégâts aux alentours des 2,5 milliards d'euros. Encore aujourd'hui, les dévastations de ces 2 tempêtes sont encore visibles, comme sur les plages d'Île de Ré, où les arbres ne se sont pas vraiment remis de ce drame
indélébile. Ces 3 principales tempêtes restent encore aujourd'hui dans la mémoire de la majorité des Français. Je pense qu'à mon avis, elles ne sont qu'à ce jour un avant-goût de notre avenir. C'est triste à dire, mais on peut le voir avec les ouragans frappant les États-Unis. Ils sont de plus en plus violents au fil des années. La cause de ces vents déchaînés? Vous avez sans doute déjà la réponse, car c'est le sujet qu'on entend partout, le dérèglement climatique. Alors je ne vais pas faire un topo dessus, car la plupart d'entre vous savent ce qui se passe et on en parle assez. Alors oui, c'est un gros problème, car on n'a qu'une planète bleue. La planète rouge reste pour le moment rouge, donc il faut préserver la Terre du mieux qu'on peut. Faites juste attention à ce que vous faites au quotidien. Si vous pouvez aller à un endroit en vélo au lieu d'aller en voiture, eh bien le monde vous remerciera, tout comme les transports en commun qu'il faut privilégier le plus possible. Bon, tout ça pour dire que vous devez savoir ce qu'il faut faire, il faut agir le plus vite possible. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Enfin bref, à ce jour, les météorologues profitent de l'avancée spatiale pour se servir des satellites orbitant au-dessus de nos têtes. Une très bonne vidéo d'Osmos Cosmo est disponible sur l'usage des satellites pour l'avenir de la planète. Pour ma part, je vais m'étendre surtout sur le côté comment les satellites contribuent aux prévisions météorologiques de la planète bleue. Donc pour ça, revenons un peu en arrière. En 1957. L'URSS lance le premier satellite artificiel de l'histoire, se nommant Sputnik 1. Quelques mois plus tard, en 1958, les Américains lancent à leur tour leur premier satellite, Explorer 1. C'est alors le début de l'ère spatiale et les lancements vont s'enchaîner au fil des années. 17 février 1959, le premier satellite météorologique est lancé des États-Unis. Il a comme but de mesurer la couverture nuageuse de la Terre. Malheureusement, ce satellite se nommant Vanguard 2 s'est mal orienté à la suite d'un problème au niveau de son axe de rotation. Le vrai succès s'est donc dessiné le 1er avril 1960, quand la NASA lance leur satellite Tyros 1. Il n'a fonctionné que durant 78 jours, mais il a permis de surveiller les conditions météorologiques et la couverture nuageuse de la Terre depuis l'orbite terrestre. Par la suite, l'URSS lance un nouveau développement de satellites météorologiques se nommant Météor, pour posséder leurs propres informations météorologiques pour la planète. De même, d'autres pays se lancent dans ce nouveau business des satellites météo. En effet, le Japon lance en 1977 GM1. La Chine lance en 1988 les Fengyu et l'Inde quant à elle lance le leur en 1983. De notre côté, l'Europe a développé les satellites de première génération Météosat, dont le premier, Météosat 1, a été lancé le 23 novembre 1977. À ce jour, Météosat 7 a été placé en hors service en 2017, ce qui est un record de longévité pour un satellite météo géostationnaire. Le programme Météosat de l'Europe est donc toujours d'actualité car la 3e génération de satellites Météosat est en développement et devrait être lancée dans les 2 prochaines années. Mais bon, aujourd'hui, quel est vraiment l'intérêt des satellites météo, outre nous transmettre des images souvent spectaculaires dans les médias? Pour répondre à cette question, je vais reprendre en grande ligne les propos de Météo France. À ce jour, les données des satellites sont primordiales pour prévoir le temps, mais aussi pour avoir des vues au-dessus de l'atmosphère et donc avoir une vue globale de ce qui se passe sous les couches nuageuses de la planète bleue. Par exemple, lorsqu'un cyclone se forme, les images de l'orbite terrestre permettent de se rendre compte l'ampleur de sa taille. Ainsi, depuis le premier satellite météo, les instruments qu'ils embarquent aujourd'hui sont de plus en plus perfectionnés. Alors que les images de Tyros 1 n'étaient vraiment pas exploitables, les images qu'on a de la Terre de nos jours sont justes mais fabuleuses. Parlons donc un peu de ces outils. Le principal instrument utilisé est l'imageur. Pour les satellites Météosat de 2e génération, l'imageur permet d'observer la Terre grâce à 12 canaux différents, dont le visible et l'infrarouge. Le visible permet de voir à peu près comme l'œil humain et il n'est utilisable que lorsqu'il fait jour sur Terre. Tandis que l'infrarouge permet lui de mesurer l'émission thermique de la cible et donc par conclusion sa température. A contrario du canal visible, l'infrarouge permet d'être utilisé la nuit tout comme le jour. 2 catégories de satellites météorologiques existent selon leur altitude. Les satellites géostationnaires se situent à environ 36 000 km de la planète bleue et les satellites en orbite basse, orbitant à environ 850 km de la Terre. Ainsi, en couvrant 2 orbites différentes, cela permet d'assurer une couverture entière et permanente de notre planète. Bon, revenons l'année dernière, le 24 août 2019. Le Centre national des ouragans des États-Unis passe une dépression de tout ce qu'il y a de plus normal en tempête tropicale qui sera nommée Dorian. Cette tempête se dirige dangereusement vers les îles des Bahamas situées au sud-est de la Floride. Les vents ne vont que s'intensifier, faisant passer cette tempête tropicale en ouragan de
catégorie 5, ce qui est la catégorie la plus élevée. Des rafales ont été mesurées avoisinant les 295 km/h et le 28 août, l'état d'urgence a donc été déclaré en Floride à l'approche de l'ouragan. En apprenant l'alerte, la NASA a protégé le centre spatial Kennedy en mettant en lieu sûr certains matériels indispensables dont le pas de tir qui est mobile et qui a été placé à l'intérieur. SpaceX de leur côté ont fait de même avec leur plateforme située à Cap Canaveral. À la suite de son passage, qui s'est terminé le 10 septembre après s'être dissipé, le bilan est catastrophique. Environ 70 décès sont à déplorer et plus de 7 milliards de dollars de dommages sont confirmés. Dorian est donc l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique, derrière l'ouragan Allen de catégorie 5 qui avait frappé les États-Unis en 1980. Grâce aux technologies actuelles des satellites, on a réussi à prévoir la trajectoire de Dorian, la vitesse de ses vents, la quantité de ses précipitations, etc. Des vidéos époustouflantes ont été tournées de l'ISS montrant l'imposante taille de Dorian ainsi que son œil très imposant en son centre. De plus, les satellites météo ne sont pas disponibles que pour les météorologues, car le grand public, comme vous et moi, ont accès au relevé des satellites notamment grâce à des applications comme Windy ou des sites internet comme Météo-Ciel. La technologie qui se trouve au-dessus de nos têtes est une véritable révolution. Pour le présent, mais surtout pour l'avenir, l'ère du spatial n'est qu'en train de se développer et la guerre froide c'est vraiment une autre époque quand on voit que des CubeSats de 100 à 200 kg peuvent nous fournir des images sublimes de la planète bleue. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui on a des vidéos de caméras embarquées emmenées dans l'espace, comme à bord de la Falcon 9, nous permettant de suivre le lancement du lanceur de SpaceX jusqu'en orbite. C'est fou de voir ça et je ne pense jamais que les ingénieurs des années 60 auraient cru voir ça un jour. Que ce soit pour la météo, pour internet ou pour le GPS, les satellites n'ont pas dévoilé tous leurs secrets, il reste quelques années pour les exploiter.